Alors là, sujet très très intéressant. Vous allez m'emmener sur une heure de discussion là. Bon, alors je vais le tenter. Bon, Harry Potter, effectivement, c'est pourri jusqu'à la moelle, mais c'est bien fait, hein. C'est sûr que c'est très bien fait et ça peut séduire. Hélas, ça a dévasté de nombreux enfants. Bon. Alors Tolkien, est-ce la même chose? D'abord Tolkien, alors, ça c'est pour ça que je dis c'est intéressant parce que c'est à double tranchant. D'abord Tolkien, c'est un catholique, donc déjà c'est pas la même chose. Mais c'est un anglais. C'est un anglais d'après Cromwell. C'est-à-dire que c'est un anglais qui n'est pas un européen, enfin un latin. Et là, donc, on est dans le monde anglo-saxon où il y a énormément de fiction, ce qui n'existe pas dans le monde latin. Dans le monde latin, il y a des mythologies, mais il n'y a pas de fiction. On ne dit pas n'importe quoi dans le monde latin. C'est drôle parce que dans le monde latin, on, on parle, hablar, on parle, on utilise le mot parler, parler qui est rattaché à hablar et qui est aussi rattaché à parlotte, à parlementer, des choses qui sont souvent subjectives. Dans le sud, on a un discours qui est très poétique, c'est le langage des troubadours, c'est le langage des poètes, que les trouvères emmènent jusqu'au nord, et qui n'est pas un langage comptable. Or, dans le nord, on dit, pour dire parler, dans le nord, en France, on disait compter. Et compter, c'est la famille de compter, C-O-M-P-T-E-R, c'est-à-dire compter, compter l'argent, etc. Donc, si vous allez chez les Belges, chez les Hollandais, chez les Allemands, on ne raconte pas d'histoire, on compte. Et donc, si on raconte les choses de manière très précise. C'est pour ça que c'est dans le monde anglo-saxon que c'est énormément développé le monde du journalisme, à l'origine, qui était scrupuleux et qui racontait les choses exactement comme elles se passaient. Et qui est pratiquement incompatible avec l'esprit de palabre, du parler du Sud. Bon. Mais en même temps, à côté de cette espèce de précision qu'on voit dans le Nord, c'est développé par réaction, parce elle a été poussée trop loin, hein, cette précision, cet esprit très cartésien, très rationnel, a été poussé beaucoup trop loin dans le monde anglo-saxon décatholicisé, après Cromwell. Donc on a expurgé cette précision de la présence de Dieu, et donc on a voulu rationaliser à l'extrême les choses. Donc vous avez très typiquement les institutions scolaires du 19e siècle en Angleterre qui sont extrêmement cartésiennes et carrées, disciplinaires. Et face à ça, donc, vous avez des générations entières qui se sont évidemment révoltées, ouvertement ou de manière clandestine, telles que Tolkien et toutes sortes d'écrivains, qui ont voulu au contraire aller à l'encontre de cette rationalisation de l'esprit en développant un imaginaire débridé. Et cet imaginaire débridé, eh bien, ça amène des auteurs comme Tolkien à raconter des histoires de trolls et de choses comme ça qui n'existent pas. Tout ça, c'est de la fiction totale. Et c'est même largement étranger à l'esprit français, puisque l'esprit français, on peut raconter des exploits, etc., mais dans le cadre de choses réelles. Les exploits sont humains. On est beaucoup plus proche de la tradition grecque, Ulysse, les grands périples autour de la Méditerranée, des choses qui sont humaines, et non pas les monstres ailés ou les gobelins ou je ne sais quoi, hein, qui appartiennent beaucoup plus à cette modernité anglo-saxonne réactive par rapport à un monde assez rationnel. Bon. Et donc, oui, Tolkien a plus de sens. Il a plus de sens parce il est chrétien, contrairement à Harry Potter, la dame là, qui écrit ça, c'est des aspirations maçonniques, donc c'est anti-chrétien. Il y a quand même des références, des valeurs, une quête, etc. Donc tout ça, ce sont quand même des choses qu'il n'a pas inventées de lui-même. Il est porteur de valeurs, mais il y a aussi un ensemble de choses qui décollent de la réalité. Et se décoller de la réalité, c'est toujours dangereux. Ça rejoint un petit peu ce que fait la littérature juive qui s'est énormément développée aux États-Unis et qui a débouché sur le dessin animé et le film où l'on a des super-héros. Et le super-héros, c'est un peu la même chose. C'est une fiction qui n'est plus rattachée à l'être humain, mais à un super-être humain qui a plus de pouvoir. Donc c'est le golem en fait. Hein. C'est le fameux golem qu'on trouve dans la tradition juive. Donc ce n'est plus l'être humain qui est capable de faire un bien autour de lui grâce aux facultés extraordinaires que Dieu l'a données. Non, c'est un être qui ridiculise les facultés humaines et donc la création divine et qui écrase les autres par des super-pouvoirs, c'est-à-dire les mêmes pouvoirs mais surdéveloppés. Donc en fait, c'est une manière de dire que Dieu a raté sa création et que on peut imaginer beaucoup mieux. Voilà. C'est une sorte de révolte. Hein.
moi j'aime bien à dire que la Bible, c'est le premier livre sacré de l'histoire de l'humanité qui introduit une révolte par rapport à Dieu. Et bien là, on retrouve très bien avec le prolongement, puisque tout ce qui est Avengers, super-héros, et vous avez ça aussi bien avant les super-héros, vous aviez déjà le cow-boy solitaire qui tue tout le monde, qui est plus fort que tout, qui s'est affranchi des règles euh, de l'ancien monde chrétien, et qui en fait est une véritable horreur. Et vous avez James Bond. James Bond, c'est pareil. Il couche avec toutes les héroïnes qu'il croise, et puis il l'assassine à tour de bras. Moyennant quoi, ça fait un héros que l'Angleterre admire. Hein. Mais c'est pas du tout français. Mais pas du tout. Le héros français, dans la tradition de la littérature française, c'est un héros qui, euh, qui reste le dépositaire de valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. C'est Tourville, c'est Montgolfier, c'est Surcouf, bon, voilà, c'est Bougainville, bon, des personnages, évidemment, qui n'ont plus du tout leur place dans la crétinerie hollywoodienne, parce que ça ne fait pas de vagues. Oui, mais c'est extraordinairement plus intéressant, parce qu'il y a beaucoup plus d'humanité, il y a beaucoup plus de dialogue, il y a beaucoup plus d'intelligence de relations humaines, il y a beaucoup plus de rebondissements, il y a beaucoup plus de paris, et les choses ne sont pas résolues d'un coup de muscle ou d'un coup de flingue. Donc c'est vraiment, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, si on regarde le cinéma, l'histoire du cinéma, les films les plus intéressants, c'est ceux qui héritaient de cette tradition d'une présence humaine véritable. Même le cinéma américain était bien meilleur dans les années 60, aux années 50, parce qu'il y avait des relations humaines et qu'on travaillait là-dessus plutôt que sur des trucs extrêmement monocordes. C'est toujours la même histoire du héros qui veut pas aller se battre mais qui est forcé à cause des circonstances, et puis qui est super fort en fait, mais il l'a bien caché aux yeux de tout le monde. Il est en crise avec sa femme, mais ça va se régler à la fin du film, tout s'arrangera bien. Et puis il est maître de tous les éléments parce qu'à la fin, c'est lui le plus fort. Bon, ça c'est tellement débile qu'on s'étonne encore qu'il y ait des films qui sortent de ça, puisque ça on l'a vu 800 millions de fois. Bon. Voilà, alors, vous dites des choses aussi intéressantes là. Ceux qui aiment tant les rituels d'initiation ont une fâcheuse tendance à tout s'approprier. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de Da Vinci Code. Hein. Disait un prêtre. Un prêtre disait, si vous voulez avoir accès au code secret de Da Vinci, mais vous allez tous les soirs à la messe, à chaque fête du coin, vous aurez tout le code. Vous n'avez pas besoin de lire des bouquins de 1000 pages pour, en faisant semblant de s'éprendre de magie et d'initiation, d'ésotérisme à la petite semaine. Nous avons déjà tout ça dans le legs de nos civilisations, et qu'on distille au compte-gouttes dans des livres en faisant le plus de mousse possible. Bon, ça c'est pour nous en tout cas les vrais Européens, ça nous fait rigoler quoi. Oui, bien sûr, et nous dirons qu'ils ont bientôt construit les pyramides Notre-Dame de Paris. Bah, ils le disent déjà, hein, ils disent Notre-Dame de Paris. Oui, bien sûr, c'est les francs-maçons qui l'ont édifié, bien sûr, ils disent ça. Ensuite, parce que les symbolismes dans la flûte enchantée de Mozart saute aux yeux, mais ils n'ont pas sauté aux yeux chez Tolkien. Oui, bon, bah, Mozart, vous savez qu'il était franc-maçon, mais bon, le franc-maçon de l'époque, c'est pas le même, hein, c'est pas du tout le même. Le franc-maçon de l'époque de Mozart est plus fréquentable que bien souvent le chrétien d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une telle descente, une telle chute, qu'aujourd'hui on aurait bien du mal à trouver, même chez les meilleurs chrétiens, des gens qui aient l'étoffe, la culture, la dimension intellectuelle, et la vision métaphysique des choses. Bon, donc Tolkien, c'est un talent qui survit malgré tout et qui n'est pas malsain. Enfin, disons qu'il ne veut pas mal faire en tout cas. À terme, son but n'est pas de mal faire. Je crois quand même qu'il recourt à des choses qui sont pas saines. Des choses qu'on ne montre pas des enfants. C'est bien pour les grands adolescents, mais moi je ne recommande pas du tout de montrer les films qui en ont été tirés, qui sont d'ailleurs extrêmement bien faits, à des petits enfants, puisqu'il y a des tas de choses qu'il ne faudrait jamais montrer à un petit enfant dans ces films-là. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne mon point de vue, mais enfin, voilà déjà une première réflexion sur cette question. Ce qui m'amène à vous poser une autre question. Je pensais cette année me prendre un abonnement Histoire du Soir. Avec Rémi, je prends un abonnement par an, ELM, je crée mon blog pro et j'en ai pour mon argent. Bon, tant mieux. Alors j'ai des enfants de 3 tranches d'âge. Je me demandais si vous n'aviez pas sorti un livre papier de l'Histoire du Soir, un livre avec les 3 abonnements. Non, uniquement un livre avec ceux de la classe d'âge 8 ans et plus. 5 ans et moins, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas assez de matière. Je ne fais pas un abonnement très long, ça dure 3 mois l'abonnement des 5 ans et moins. Et puis 6 ans, enfin 6-7 ans, c'est en fait la même chose que 8 ans, mais en plus facile, plus accessible.
Donc si c'est imprimé, ça mérite d'être un peu plus compliqué. En fait, moi je crois que faut pas avoir peur, euh, sachant que les enfants d'il y a 100 ans lisaient des choses bien plus compliquées que ça. Euh, Moi je ne veux pas entériner la chute de niveau. Je crois qu'un enfant, si on lui donne des éléments même qui nous paraissent compliqués, il peut parfaitement s'y retrouver. Il ira plus vite. Plus on donne à un enfant, plus il ira loin. Donc moi je n'ai pas peur de lire à mes enfants de 5, 6 ans, 7 ans des histoires du soir pour 8 ans, pas du tout. Mais bon, il y a des mamans que ça effraie un peu, elles ont peur qu'ils ne comprennent pas. C'est plus compliqué que ça en fait. Un enfant peut très bien, d'ailleurs c'est notre cas à tous, fréquenter des choses que nous ne comprenons pas et en ressortir grandi. C'était d'ailleurs l'un des débats autour de l'histoire de la messe en latin, etc. Oui, mais on a dit oui, les gens ne comprennent plus le latin, donc faut changer. Ben non, il ne faut pas changer. Il faut pas forcément changer en français, pour le français, au motif qu'on ne comprendrait plus la messe en latin. Parce qu'il y a des tas de choses qui se passent et qui ne sont pas, qui ne relèvent pas uniquement du langage. Un enfant qui entend une langue étrangère, il ne comprend rien non plus, mais il entend des choses qui passent à travers le langage euh, en dehors du sens. J'ai cru voir sur lui un livre, mais il me semble que c'est pour les 8 ans. Oui. Ou peut-être avez-vous sorti 3 livres. Non. J'avoue que j'ai du mal avec la lecture à l'écran, mes yeux supportent de moins en moins. Oui. Alors je les économise. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille un petit logiciel qui enlève la lumière bleue d'écran. Oui, ça flûte, je l'utilise depuis très très longtemps. Ça a changé ma vie. L'écran est un peu jaune, mais c'est idéal pour les yeux. On sent vraiment la différence quand on repasse un écran avec lumière bleue. Oui. Voilà, Géraldine, merci pour cette conversation. Puis si vous voulez, on en parlera par Skype. Hein, ça serait sympa. Voilà, à très bientôt. Au revoir.